Bonjour à vous, bienvenue pour cette émission consacrée aux intestins de manière plurielle, pas simplement parce qu'il y en a deux, mais simplement parce qu'il y a deux intervenants qui vont nous donner leur point de vue singulier et puis qui se rapprochent. On va le voir quand on commence à tirer un fil de réflexion avec une vision globale, intégrative, holistique. Et ben finalement, on arrive facilement à se mettre en complémentarité avec les résultats des recherches et des pratiques d'autres disciplines et d'autres praticiens. C'est le cas aujourd'hui avec le docteur Georges Mouton et Raphaël Pérez. Je vais vous laisser vous présenter, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va surtout parler donc intestin, dysbiose, immunité, mais également glucides, parce qu'il y a toute une révolution qui arrive dans le domaine de la diététique avec des croyances qui s'effondrent. Bonjour à vous deux, merci d'être avec moi. Et Georges, je te laisse te présenter joyeusement. Bonjour Fabien, merci de nous réunir aujourd'hui pour aborder des sujets passionnants qui sont en pleine évolution. Et donc, il y a forcément des livres qui sont parus. Raphaël et moi en avons publié chez toi d'ailleurs. C'est un peu ce qui fait que ça nous réunit aussi. Et bon, me présenter, moi j'ai horreur de ça. Je crois que ça se sait que j'ai horreur de ça, donc je vais aller très très vite. Je suis parti dans un parcours de médecine allopathique, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a commencé il y a 40 ans, messieurs, dames, oui, tout à fait. Mais après 3 ans, j'ai basculé vers la médecine du sport, qui a été une très très bonne initiation à la médecine fonctionnelle, parce qu'en fait c'était la même chose. Les sportifs demandaient une médecine fonctionnelle, ils ne voulaient pas des antibiotiques à gogo, ils ne voulaient pas des molécules chimiques avec leurs effets secondaires, etc. Donc il y a eu une transition douce au niveau pratique, pas tellement au niveau, je dirais, de l'ambiance, parce que finalement la médecine du sport, fin du XXe siècle, ça a été assez chaotique. Donc, j'ai évolué vers la médecine fonctionnelle que j'ai pratiquée pendant 20 ans à Londres. C'était un bon environnement parce qu'il y avait une forte influence de l'outre-Atlantique qui était bien en avance sur l'Europe à ce moment-là. Bon, j'espère que nous rattrapons le retard et nous marquons notre spécificité européenne par rapport aux Américains. Et donc voilà, maintenant, depuis le lockdown et depuis le Brexit surtout, j'ai décidé que je n'irai plus à Londres passer la moitié de ma vie là-bas et la moitié ici. À un moment, on en a marre. Et je suis revenu sur le Luxembourg, où je suis dans une très belle région et où je vais poursuivre ma carrière, mais avec moins d'invitation et moins de voyages. Avec mon chien Goliath, qui est toujours, il est chaque fois en train de faire des siestes. Ici, il a une sieste avec sa langue dehors parce qu'il lui manque les dents du côté où la langue sort. Mais il va très bien, il va mieux. Et merci à ceux qui se tracassent de sa santé, ce qui est évidemment sympathique de leur part. Voilà, on a présenté 2 personnes en fait. Enfin, deux êtres vivants qui vont essayer de tenir tête aux 2 autres. C'est 2 contre 2 ici, en fait. Exactement, c'est un duel. D'ailleurs, Goliath a son importance parce que l'évolution de son alimentation en fonction de ses besoins t'a fait aussi réfléchir. Donc il y a un lien. Exactement. Merci à toi, Georges. Raphaël, je te laisse la parole. Alors, pour moi, on va aussi faire un parcours qui est un petit peu mixte avec le sport, hein, puisque moi, je suis commencé à m'intéresser justement à l'alimentation par le biais du sport, parce que je faisais du sport en compétition, de l'athlétisme. Et puis après, dans mon parcours universitaire, moi, j'ai fait un parcours de pharmacien, doctorat en pharmacie. Et il y a des choses qui m'intéressaient au-delà du traitement classique, du traitement allopathique, où j'ai évolué vers les choses plus naturelles. Donc, je me suis intéressé aux plantes, aux huiles essentielles. Et puis, par la suite, d'aller un peu plus en profondeur, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de terrain. Enfin, aujourd'hui. Ce que les naturopathes ou hygiénistes appellent le travail de terrain. Donc, où le but, c'est de rééquilibrer l'état de fonctionnement de l'organisme
Donc il y a des choses qui se rejoignent avec la médecine fonctionnelle, puisqu'il faut quand même qu'il y ait sur le plan nutritionnel des choses qui soient suffisantes pour que le corps fonctionne correctement. Et on va aller chercher bien sûr ce qui permet au corps de fonctionner avec la plus grande autonomie possible. Donc moi j'ai eu ce double parcours qui m'a montré le côté intéressant, on va dire, du traitement ou de l'approche, on va dire, médicale classique, ce qu'elle a comme intérêt, et puis aussi de l'autre côté, toute l'approche de terrain, donc par l'alimentation, par l'hygiène de vie. Donc moi, en venant du monde du sport, j'ai appris certaines choses par l'alimentation qui étaient très intéressantes pour éviter de se blesser, pour récupérer plus vite, pour être mais aussi tout ce qui est lié à la gestion du stress, à la programmation mentale, donc toutes ces choses finalement qui nous affectent sans forcément qu'on s'en rende compte, qui touchent notre intestin, puisque le stress, ça concerne aussi l'intestin. Et donc j'ai évolué là-dedans en faisant un petit peu la synthèse de tout ça et de ce que j'essaye aujourd'hui de proposer dans ce sens quand je parle de l'intestin et des associations alimentaires sur mon dernier livre, mais d'une manière générale, j'essaye d'avoir ce regard assez large, en tout cas le plus large possible, pour intégrer les différents paramètres de notre individu. Voilà un petit peu pour moi. Merci à vous deux. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une mode, il y a une tendance. Bon, en diététique, ça va, ça vient. Manger beaucoup de protéines, manger beaucoup de gras, manger beaucoup de glucides, et puis après on redescend. Là on est dans la mode des régimes cétogènes, on va dire keto diet, parce que ça vient vraiment des États-Unis pour tout un tas de raisons. Comme tu l'as dit, Georges, il y a beaucoup d'études qui viennent de là-bas. Il y a une longueur d'avance sur les anglo-saxons qui a un peu plus de pragmatisme et peut-être un peu plus de budget. Mais on va dire le régime cétogène a pris un large espace couplé au jeûne intermittent souvent pour que les individus se l'approprient, puis aussi que les diététiciens commencent à creuser. Mais on en revient, comme toutes les modes, il y a un engouement, puis après ça retombe parce qu'on voit que ça ne convient pas à tout le monde, et que Raphaël parlait de la notion de terrain. Eh bien, on y est directement. Vos deux ouvrages respectifs, donc le guide des associations alimentaires et puis Je mange selon mes génotypes, abordent ces phénomènes-là de l'alimentation riche en glucides, avec leurs limites aussi. Georges, j'aimerais que tu nous parles de ce que toi, tu as réfléchi et trouvé sur les glucides, mais également les dernières avancées en termes de science, justement, avec des études qui sont parues respectivement chez Nature et Science en septembre et octobre. Est-ce que tu pourrais nous détailler là-dessus ? Tout à fait. Alors, je profite quand même que je retrouve la parole. Je n'ai pas voulu interrompre, mais je voulais ajouter quand même à la présentation de Raphaël le fait que si je veux résumer ce que m'a appris la médecine du sport et que j'ai pratiqué au début, mais certainement dans la deuxième partie de ces 15 années au plus haut niveau, donc c'était vraiment des sujets très performants, très pointus qu'il fallait régler très finement, c'est le rôle crucial de deux grands pôles, un ajustement très rigoureux, très précis et adapté forcément en fonction des circonstances et des saisons et des entraînements et tout ça, et de la diète finalement, parce que là aussi il y a des adaptations, c'est thyroïde surrénal. Donc le côté endocrinien, on n'y échappe pas. Donc ça c'est évidemment un peu ce qui fait le caractère médical de la médecine fonctionnelle, c'est que on va et on a le pouvoir de prescription si nécessaire, de prescrire des choses qui demandent une ordonnance. Bon, c'est pas tellement le sujet du jour, mais c'était un grand enseignement. Mais l'autre grand enseignement, et je dirais encore plus grand, eh bien, c'est l'importance de la santé intestinale. Moi, je me suis beaucoup occupé d'efforts de longue durée, que ce soit du cyclisme professionnel, des marathoniens, des grands trails, quelques triathlètes longue distance, etc., mais surtout évidemment des cyclistes. La santé intestinale est la clé. Si ça va, le reste va, et l'inverse est vrai. Hein. Et quand on voit les cyclistes qui ont des grosses baisses de forme ou qui doivent abandonner dans des tours, etc., en général, c'est parce que les intestins lâchent. Donc, on est toujours... je crois qu'on est parfaitement d'accord tous les trois là-dessus. Donc ça, je voulais quand même insister parce que ça a été flagrant. Et ça l'est resté. D'ailleurs, je dis souvent, quand l'intestin va, tout va. Bon, voilà.
C'est le résumé de la chose. Bon, pour rebondir sur ce que tu me dis, ben oui, il y a quelque chose. Alors, on va peut-être commencer par là parce que tu as cité Nature, grand article paru le 4 septembre, donc de cette année, hein, c'est-à-dire exactement le lendemain du jour où mes livres, quand je dis mes livres, il y a Julie Lioré hein, comme co-autrice, qu'il ne faut surtout pas oublier aujourd'hui. Mes livres sont arrivés chez Fabien le 3 septembre. Voilà, Julie et moi, parce que sans Julie, il n'y aurait pas... Attends, parce qu'il y a un reflet. Exactement. Sans Julie, il n'y aurait pas le livre. Et donc, c'est nous deux. Mais toujours est-il que ces livres sont arrivés chez Exuvie le 3 septembre. Et le 4 septembre tombe un article emblématique, mémorable, historique, légendaire, mythique. Et oui, tout ça ensemble dans Nature, qui nous dit plein de nouvelles choses sur l'amylase salivaire. AMY1A est l'acronyme du gène, okay, mais c'est le gène qui code pour l'amylase salivaire. C'est d'ailleurs le génotype de l'amylase salivaire qui m'a donné l'idée, qui m'a inspiré pour faire ce livre, parce que j'avais déjà tout un algorithme basé sur deux autres génotypes qui sont l'ApoE, petit a, petit p, petit o, e majuscule, l'ApoE, et le DIE2, qui est lié à la thyroïde, c'est l'acronyme de déiodinase 2, qui tous les deux nous donnent des indications précieuses sur la quantité de lipides qu'il faut aller chercher, avec beaucoup de correctifs à accroître la quantité de graisse dans son alimentation. Pas pour tout le monde, ça dépend des génotypes. Donc j'avais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant 9 ans. Je n'ai pas improvisé hein, ce livre, pendant 9 ans, et puis est venu l'accès au génotypage de l'amylase 1A, enfin de l'amylase salivaire, AMY1A. Et là, je me suis dit, mince, en plus de ces informations sur les quantités optimales de graisse à conseiller selon l'individu en pure personnalisation, médecine personnalisée, c'est un des grands buts de la médecine fonctionnelle, pas que, je sais que c'est aussi le cas pour la naturopathie. Donc, cette arrivée in extremis de l'amylase, sur laquelle je n'ai qu'un an de recul, ce qui m'embarrasse d'ailleurs un peu, qui m'embarrassait. J'ai quand même bien dû faire le livre avec ce que j'avais comme recul sur l'amylase. Et puis, miracle, quand le livre sort, eh bien, il y a cet article de Nature qui a été suivi assez rapidement par leur grand concurrent au fait de la publication scientifique, parce que plus haut que Nature et Science, ben, il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a personne qui va contester ça, même pas leurs concurrents qui sont quand même un cran derrière. Eh bien, Science ne pouvait pas être en reste et a publié un article, je dirais, concurrent, mais fait par une autre équipe qui est sorti le 17 octobre, avec beaucoup d'informations qui se recoupent, mais des choses spécifiques. Ils ont cherché dans des directions différentes. C'est 2 articles qui se complètent, que je vous recommande, qui confirment ce que je m'étais permis d'insérer, d'inclure dans le livre sur la consommation d'amidon, qui devrait être proportionnée à la quantité de copies de l'amylase salivaire que nous avons. L'amylase salivaire, c'est un drôle de gène. Ces variations génétiques ne s'expriment pas par une activité enzymatique plus forte ou plus faible, comme beaucoup d'autres polymorphismes, comme beaucoup d'autres génotypes. Non, que nenni, l'amylase salivaire s'exprime par un nombre plus ou moins élevé de copies. Et Fabien, tu as mentionné Goliath. Alors, qu'est-ce que Goliath vient faire dans le nombre de copies? Voilà, that is the question. Eh ben voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, toi, tu as utilisé la métaphore du loup et du chien, de manière pédagogique. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a un être simple, basique, je dirais primordial, qui est le loup, et il y a une déclinaison génétique de chien allant jusqu'à Goliath. Et donc, il y a un particularisme, et puis derrière, une individuation par rapport à l'expression de la génétique. Et du coup, on se retrouve avec un loup qui ne devrait pas pouvoir digérer
de glucides, parce que lui, il est dans son tempérament purement carnivore, ou très peu de glucides, et puis on se retrouve avec un chien moderne, après des milliers de séquences d'adaptation, qui peut, lui, tolérer et consommer beaucoup plus de glucides. Donc en effet, c'est un exemple assez parlant, qui renvoie au particularisme et pas à l'idéologie. C'est ça qui m'a déclenché l'idée de chercher, d'indaguer dans cette direction de l'amylase, en précisant tout de suite que chez les canidés, tant le loup que le chien, il s'agit d'amylase pancréatique, mais finalement c'est le même principe, ça s'exprime aussi par un nombre de copies, parce que je crois que vous n'avez pas encore vu de chien ou de loup qui mâche. Hein? Bon, pas, oui, il n'y a pas de mastication, on avale tout rond et ça se fait dans l'estomac. Ils n'ont pas d'amylase salivaire. Nous, en tant qu'humains, on a aussi des amylases pancréatiques qui s'expriment aussi par un nombre de copies et qui suivent la même tendance, mais qui, de toute façon, chez l'humain, l'amylase pancréatique a un rôle secondaire. Et ça, c'est une précision des 2 articles que je viens de citer, à laquelle je n'ai pas trop fait allusion dans le livre, parce que on n'avait pas ces connaissances qui viennent de sortir. Donc, si vous voulez, un jour, à mon avis, on aura en plus des amylases pancréatiques génotypées, mais ce ne sera jamais que affiné, parce que le rôle clé, c'est au niveau de la salive, et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis certain que Raphaël va me confirmer ça dès que j'en ai fini et je me dépêche, que c'est très important de mastiquer, qu'on n'aura pas un bon écosystème intestinal si on ne mastique pas, y compris et surtout quasiment les glucides, parce que les gens croient parfois que parce que, je sais pas moi, des grains de riz ou des pâtes pas trop cuites, ça s'envoie là dans le fond de la gorge en vitesse, parce que les gens aiment bien et qu'ils ne veulent pas prendre le temps de les mâcher. C'est une erreur gravissime. Toujours est-il que cette analogie avec le loup et le chien est intéressante. Le loup a 2 copies de l'amylase salivaire. Tous les loups ont 2 copies. Les chiens en ont entre 4 et 30, selon les chiens. J'ai l'impression que les chiens plus rustiques, plus ancestraux ont moins de copies, et les chiens plus modernes en ont plus. Mais bon, tout ça doit encore être recherché et publié, donc surtout n'allez pas tirer trop de conclusions. On va partir des extrêmes. Le loup, c'est toujours 2. Les grands singes, c'est toujours 2. Que ce soit les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, tous les singes qui sont très proches des humains, 2 copies, c'est intéressant. Et puis, les chiens, ça va jusqu'à 30 copies. Alors, ce qu'on sait maintenant de l'humain, parce que dès que j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, et quoi, chez l'humain, alors, qu'en est-il? Eh bien, et ça, c'est quand même, ça m'a... je ne vais pas dire traumatisé, mais en quelque sorte, si quand même un peu, les humains, selon l'humain, ont entre 2 copies, ce que tous les humains avaient il y a 800 000 ans, ils avaient tous 2 copies. Aujourd'hui, des humains ont toujours peu de copies, 2, 3, 4, 5, c'est peu, et d'autres humains en ont 20. Donc il y a un facteur 10 qui peut donc complètement bouger notre capacité à digérer les amidons, pour autant qu'on les ait imprégnés de salive. Alors il y a un petit bémol, dans le livre il est écrit entre 2 et 18 copies chez les humains, mais l'article de Nature le 4 septembre nous a dit on a trouvé des humains qui ont plus de 18 copies, ça va jusque 20. Alors, il y aurait des rapports à confirmer disant que, je ne sais plus trop où j'ai lu ça, c'est peut-être dans Science, mais je dois encore creuser tout ça, c'est tellement récent, il y aurait peut-être jusqu'à 24 copies. Donc on a un facteur 10, voire 12, qui fait que nous sommes très différents les uns des autres concernant notre capacité de digérer des amidons, et les amidons non digérés, je sais pas, je pense que je vais laisser Raphaël dire ce qui se passe avec les amidons non digérés, c'est pas des bonnes nouvelles. Alors, merci Georges pour ce prologue. Alors, je résume pour les personnes qui nous regardent. Nous sommes tous différents au niveau de notre capacité à digérer les amidons, sur un facteur 1 sur 10 ou 1 sur 12. Concrètement parlant, il est possible que votre voisin ait 12 fois plus de capacité que vous
à digérer des glucides, ce qui fait qu'une alimentation qu'on recommanderait de manière large pour une population, ça peut être pas judicieux, voire néfaste, et puis que de s'obstiner à vouloir s'approprier une idéologie pour la faire passer en force dans notre organisme, avec toutes les conséquences que ça implique, ça peut ne pas être bon, et donc il faut aller vers une connaissance fine, à la fois d'études avec la connaissance de ces génotypes, et à la fois avec des conseils adaptés. Donc là, Georges, tu pointais la spécificité humaine de devoir mastiquer. Les canidés, on le voit, ils attrapent la nourriture et ils la jettent un petit peu dans le fond de leur gosier, et ils ont beaucoup d'acide chlorhydrique qui leur permet de dissoudre un grand nombre de choses. Pour l'humain, c'est pas pareil, un système digestif qui est complètement différent, et il doit passer par la mastication et l'insalivation. Raphaël, Georges t'a fait une passe décisive pour les amidons, la mastication, l'amylase et les conséquences. On a évoqué un peu la dysbiose. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur tout ça? Alors oui, tout à fait. La mastication va jouer un grand rôle. La mastication, c'est la première zone de digestion à proprement parler, parce que pour que la salive soit sécrétée, il faut mastiquer. Sans mastication, il n'y aura pas cette insalivation, il n'y aura pas cette sécrétion qui sera abondante. Donc au-delà du nombre de copies, bien évidemment, l'acte masticatoire va faire qu'on aura plus ou moins cette imprégnation finalement de salive sur les aliments. Et quand on dit de salive, c'est cette amylase aussi qui va être présente. Donc ça joue un grand rôle, ce qui fait que si on ne mastique pas, comme les carnivores, on aura cette première étape digestive qui va sauter, qui sera donc inexistante et qui se fera avec une hydrolyse qui sera très lente, donc on peut dire quasiment inexistante. Et puis après, on aura le travail pancréatique qui, lui, va faire ce qu'il peut, mais ne compensera pas en plein, on va dire, ce déficit d'amylase salivaire. Donc ça, c'est la première chose importante, c'est que même si on a deux organes qui ont pour rôle de, on va dire, compléter ou compenser une défaillance de l'autre, si la salive, les sécrétions salivaires sont entravées ou qu'on bloque les mécanismes, le pancréas va essayer de faire ce qu'il peut, ça ne remplacera jamais l'autre organe. C'est-à-dire que quand on a les deux organes, le pancréas est là pour finir le travail et pas pour faire tout le travail. Donc c'est vraiment dans ce sens qu'on doit voir la digestion, avec des organes qui se succèdent pour faire un travail où il y a un gros, on va dire un gros déblayage du travail qui doit être fait, et après on finit justement le travail pour que la digestion soit complète. Et donc dans ce sens-là, bien sûr, si on ne mastique pas, ça va poser problème. Si on mastique peu, c'est un petit peu mieux, mais ça reste compliqué sur la digestion. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le problème de notre société, où on mange dans la précipitation, on mange dans le stress, toujours en train de faire d'autres choses. Donc forcément, on a moins cet acte masticatoire qui va se mettre en place. Et puis après, bien sûr, si on se met à mastiquer beaucoup plus, ce que certaines personnes font par la force des choses, souvent en raison de problèmes de santé, on peut voir que la digestion commence à s'améliorer considérablement. Donc ça, c'est un premier axe important, cette mastication. Puis après, il y a les perturbations digestives. Donc les perturbations digestives, il peut y avoir plein de facteurs. Je viens d'évoquer le stress. Ça peut être les mélanges alimentaires qui peuvent bloquer, créer des blocages, des contrariétés, on va dire, au niveau des processus digestifs. Donc là, ça peut être aussi problématique parce qu'on peut avoir un grand nombre de copies et bloquer finalement ce travail. Donc ça, c'est très problématique parce que ça veut dire qu'on va demander à notre corps de faire un travail, c'est-à-dire de produire et de sécréter cette amylase, et on va bloquer ce travail. Donc forcément, ça demande un effort encore plus conséquent à notre corps pour essayer de faire autant que possible la digestion, puisqu'il faut imaginer que pour produire les enzymes, notre corps doit utiliser des nutriments. Donc c'est un travail supplémentaire à chaque fois qu'on demande à l'organisme. C'est pour ça que quand on a des cycles digestifs qui sont plus légers ou plus lourds, on ne va pas demander le même apport nutritionnel au corps pour pouvoir générer justement toutes ces enzymes. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur le plan nutritionnel, c'est que plus on demande d'efforts, au même titre que quand on fait du sport, on demande plus d'efforts à l'organisme, on va demander plus de nutriments. Donc il y a plus de risques à terme d'arriver en affaiblissement au niveau de notre capacité digestive. Et puis après, bien sûr, il y a ce qui va se passer dans l'intestin, où si l'amidon a été digéré correctement, on passe de l'amidon, c'est-à-dire une grande chaîne glucidique avec plein de glucose, qui va se décomposer en morceaux de 2 glucoses qu'on appelle le maltose. Donc ça, c'est un sucre double, comme le lactose, comme le saccharose. Ce sont des structures différentes, mais ce sont des sucres doubles. Et puis au final, on va avoir une digestion finale permettant de libérer ces glucoses que nous allons pouvoir
absorbée. C'est comme ça que la digestion va se passer normalement. Et quand elle se passe de manière anormale, on va avoir plusieurs problèmes qui s'installent, c'est-à-dire que l'amidon, déjà, ça forme une sorte de colle. Donc au niveau de l'intestin, ça va, on va dire, encombrer l'intestin. Ça, c'est le premier aspect problématique. Le deuxième aspect problématique, c'est que les bactéries aiment bien les sucres. Alors, pas toutes les bactéries, hein, des bactéries, des levures, des champignons, il y a tout un tas de choses de microbiens dans notre intestin. Et ces éléments microbiens, une bonne partie d'entre eux apprécient le sucre, apprécient les glucides. Et donc, ce qui va se passer quand on a régulièrement des glucides mal digérés, c'est qu'on va faire bouger notre population microbienne aux avantages, à l'avantage des bactéries et des microbes qui aiment bien et qui vont faire ce travail de digestion, qui vont se nourrir en fait de ces glucides. Donc si c'est une fois de temps en temps exceptionnellement, on a une mauvaise digestion, c'est inconfortable et puis tout va bien, les choses rentrent dans l'ordre très vite. Quand c'est récurrent, forcément on va voir ce microbiote bouger de plus en plus jusqu'au moment où ça devient tellement déséquilibré qu'on est dans un inconfort qui arrive très très vite après les repas. C'est-à-dire qu'on n'a plus le travail protecteur que devraient faire nos différentes zones de digestion, donc avec le gros travail de l'estomac qui sécrète de l'acidité, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va jouer un rôle de régulation sur les populations bactériennes. Et à ce moment-là, on va avoir souvent un affaiblissement qui commence à se créer à ce niveau-là, avec de l'acidité qui peut baisser et une population bactérienne qui devient de plus en plus présente, haute, dans le système digestif, dans le système intestinal. Et à ce moment-là, on a des fermentations, on a une production d'alcool, on a des acides, on a tout un tas de choses qui commencent à être produites par les bactéries. Et donc ça fait le lit de l'inflammation, forcément. Et cette inflammation, à terme, elle peut se déplacer dans le corps, c'est-à-dire atteindre différentes zones de l'organisme. Donc au début, c'est localement sur l'intestin, avec le foie qui est en première ligne, qui va devoir gérer tout ce qui se passe dans l'intestin, bien évidemment, tout ce qui arrive, on va dire, par voie intestinale. Et puis ensuite, quand le foie commence à ne plus arriver à gérer suffisamment bien, ça touche, on va dire, tout un tas de zones dans l'organisme. Alors là, on pourra en parler. On a le cas de ce qu'on appelle les cirrhoses non alcooliques. Moi, j'ai eu des gens qui venaient me voir et qui avaient été chassés à coups de pied du cabinet de consultation de leur médecin généraliste. Le médecin généraliste, qui n'était pas trop éveillé, disait monsieur, vous buvez. Et donc, on se retrouvait avec moi, j'avais des marathoniens, ils ne buvaient pas une goutte d'alcool, ils étaient secs, vraiment. Dans leur régime, et donc ils se battaient contre leur médecin pour leur faire croire, je vous jure, grand Dieu, que je ne bois pas d'alcool. Puis le médecin dit, je n'échange pas avec un menteur. Et donc se retrouvait et donc aller vers le naturopathe, parce qu'il n'y a plus personne où aller, on lui ferme la porte. Et puis là, donc on explique ce travail de terrain. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent, qu'ils comprennent qu'en fait, il peut y avoir tout un tas de déséquilibres qui se passent au niveau de l'intestin, qui vont affecter d'autres organes, à la fois au niveau de l'inflammation, parce qu'il va y avoir, là on va parler forcément de lésions de la muqueuse. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement, Raphaël, de ce cas spécifique? Alors oui, la lésion de la muqueuse, c'est la muqueuse de l'intestin qui va être agressée. Donc comme toute zone du vivant, on a une interaction avec l'environnement, donc là en l'occurrence c'est l'environnement extérieur, puisque l'intestin c'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Donc tout ce qui transite dans l'intestin va être contraint par ce qui est présent dans le tube digestif. Donc les bactéries, les aliments en cours de digestion, les aliments mal digérés, les toxines, les pesticides et tout un tas de choses. Et donc toutes ces choses-là vont avoir des interactions plus ou moins fortes avec la muqueuse. Donc normalement, notre muqueuse est quand même protégée puisqu'on a plusieurs barrières de protection. Il y a le microbiote déjà qui va jouer un rôle important puisque le microbiote va capter un certain nombre d'éléments, donc limiter fortement les interactions avec la muqueuse. Nous avons ensuite un gel mucus protecteur qui a pour but justement de tapisser cette muqueuse et d'éviter les interactions qui sont trop problématiques. Donc il y en aura quand même, mais elles seront limitées. Et puis après, il y a la muqueuse en tant que telle avec le système immunitaire, puisque le système immunitaire il est à l'intérieur du corps, mais il y a aussi des anticorps qui sont présents au niveau de la muqueuse. Donc on a tout ce système de protection, et quand ce système n'arrive plus à nous protéger suffisamment, qu'on commence à avoir le microbiote qui n'est plus satisfaisant, que le gel protecteur n'arrive plus à être assez épais, on commence à avoir des interactions qui peuvent devenir de plus en plus problématiques sur la muqueuse. Donc
schématiquement, on va dire, la muqueuse, elle a des trous, elle commence à être percée, à être agressée. Ça, c'est pour vraiment schématiser les choses. Mais de manière plus complexe, en effet, on pourrait imaginer la muqueuse comme, on va dire, un tapis de cellules qui se donnent la main, comme ça, avec des rivets un peu partout pour que ce soit très, très, très solide. Et puis, les interactions, ça fait qu'il y a des endroits où ça casse. Et les endroits où ça casse, il faut réparer. Comme la muqueuse de l'intestin est très exposée aux agressions, elle se renouvelle très, très rapidement. Donc les cellules, on estime que c'est 2 à 5, voire 6 jours, pas plus, le plus souvent, parce que justement, il y a beaucoup d'agressions. Le problème, bien évidemment, c'est que quand les agressions deviennent trop fréquentes, trop importantes par rapport à la capacité de réparation et de renouvellement des systèmes protecteurs, on commence à avoir des agressions qui deviennent significatives. Donc on commence à avoir cette porosité intestinale qui s'installe. Et donc avec cette porosité intestinale, on a des cellules qui ne sont plus remplacées suffisamment vite, on a des liaisons entre les cellules qui cassent, et donc là, ça laisse passer des éléments qui ne devraient pas passer, donc des éléments qui sont bactériens, comme des éléments qui sont alimentaires ou qui sont issus de la pollution. Et à ce moment-là, ça pose de plus en plus de problèmes parce que ça surcharge de plus en plus le foie, bien évidemment, qui doit faire le ménage, qui doit traiter ces toxiques, et puis le système immunitaire, puisque le système immunitaire au niveau de l'intestin joue un très très grand rôle. Eh bien, merci Raphaël pour ces précisions. Dans ton dernier ouvrage avec Julie, vous abordiez l'aspect spécifique aussi du régime cétogène. Donc toi, tu me disais qu'il y avait une frustration au moment de sortir du livre. Alors, il y avait une double frustration. Parce que forcément, quand on est sur un champ de recherche actif dans l'instant présent, forcément, là, on sent qu'il y a des choses qui arrivent et à un moment donné, on doit faire un arrêt sur image et puis faire une photographie de ce qu'on connaît. Tu le dis, on reçoit les livres, derrière, le lendemain, il y a des études qui reparaissent. Et donc, toi, tu étais en train d'ouvrir le champ de réflexion également sur le régime cétogène, qui est un peu une arme à double tranchant, au final. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Georges ? Oui, c'est intéressant de rappeler ça, que moi, c'est toujours d'aller de l'avant, donc je suis déjà un peu en train d'oublier, mais en réalité, ces étapes préliminaires qui ont amené à rédiger le livre dans un climat où j'ai modifié ce que je voulais inclure dans le livre au fur et à mesure que j'apprenais des choses. Donc c'était vraiment bâtir sur des sables mouvants. Voilà, on va quand même arriver à finaliser en déant ton deadline, qui est, deadline de l'éditeur, ça se discute pas. Enfin, je crois que j'ai obtenu une rallonge de 12 jours, pardon. Bref, mais où les gens n'ont pas du tout compris ma démarche, et j'ai pas encore eu l'occasion d'expliquer ça, je crois, c'est que quand je me suis intéressé à donner des conseils, j'ai voulu mettre en place, et c'est ce que le livre fournit. J'espère que les gens accepteront que c'est effectivement le cas. Je crois que oui, les retours que j'ai vont dans le bon sens. Une espèce d'index que j'ai appelé pompeusement index glucolipidique ou lipidoglucidique. Je me demande si parfois je ne change pas un peu de l'ordre, mais peu importe, puisque ça va dans les deux sens. C'est un axe à deux flèches, une vers les lipides, une vers les glucides. Vous verrez ça très, très bien mis en avant dans la deuxième partie du livre. Donc j'essaie d'arriver à un algorithme et bien entendu, j'étais conscient dès le départ que ça ne pouvait pas toujours aller vers un maximum de lipides, mais que l'augmentation des lipides et donc la tendance, je vais appeler ça la tendance cétogène, allait aider énormément de gens. Ça oui, mais pas tous. Et donc je me suis intéressé aux cétogènes et de manière tout à fait ouverte et naïve. Il y a des tas de choses que je ne connaissais pas que j'ai quand même appris. Merci, je sais encore apprendre un peu malgré l'âge avancé. Et tout de suite, ce qui m'a interpellé, c'était pas le régime cétogène. Je n'ai jamais remis en question en tant que tel, mais c'est le régime cétogène conseillé, voire quasiment imposé à tous. Pourquoi pour tous ? En quel honneur ? Enfin, c'est ce que nous discutons depuis une demi-heure. Hein. Il n'y a rien qui est valable pour tout le monde. On est tous d'accord là-dessus, sauf les cétogènes. Enfin,
pas tous les cétogènes, des cétogènes qui veulent imposer le cétogène à tous. Là, j'ai fait ce que je pense la plus grande invention de ma carrière, c'est de les appeler des sectogènes. C'est sectogène, c'est sectaire, c'est le cétogène, c'est la seule diète qui est valable pour l'humain, pour tous les humains, avec des références ancestrales fausses, montées de toutes pièces, totalement incomplètes, biaisées, partisanes, des fragments de réalité, des époques, parce que les ancêtres des humains, il y en a eu sous toutes les latitudes, et bon, probablement, selon la façon dont on définit, le genre Homo, c'est au moins 2 millions d'années, hein, avec des latitudes qui changent et des climats qui changent. Donc forcément, il y a eu un peu de tout. Et dire que tout ça était carnivore ou cétogène, c'est une vaste plaisanterie. Donc moi, je me suis offusqué de cette espèce de dogme cétogène que j'ai même appelé sectogène, bon, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui, qui pour moi était faux. Mais ça n'a jamais été contre le cétogène, puisqu'en fait, le livre bien utilisé va envoyer des gens vers ou dans le cétogène, selon leur génotype. Vous voyez, donc ça a été perçu comme une attaque. Ce n'est pas une attaque vers le principe cétogène qui convient à des gens, mais qui ne convient pas à tous. Et ça, bon, ce sont ces extrémismes qui touchent aussi maintenant l'alimentation. Bon, on ne va pas se lancer de l'autre côté. Moi, ce que je rêve toujours de réunir, Fabien, peut-être si tu veux faire un peu un séminaire comme aujourd'hui, tu mets un carnivore en face d'une végane et tu les laisses pas se battre pour la nourriture, parce que ça va être facile, mais tu les laisses échanger leurs livres de référence avec des centaines d'articles qui prouvent que tous les humains doivent être véganes ou que tous les humains doivent être cétogènes. Bon, moi, je vois une réussite des diètes cétogènes à une extrémité de mon fameux index glucolipidique, et puis une réussite, si pas végane, mais en tout cas de régime plus végétarien, plus riche en glucides, en plantes, etc. Ce qui est un peu logique, il y a plus de glucides dans les plantes et il y a plus de graisse dans les aliments animaux, mais évidemment, il peut y avoir les deux des deux côtés, hein, soyons clairs. Donc ça, c'est à double sens, et surtout pas une seule diète qui conviendrait à tout le monde. Ça me fait penser à des théories, quasiment des théories raciales des années 1930. C'est un truc pour tout le monde et le reste ne vaut rien. Ça m'a énormément choqué et j'étais un peu enragé pendant la rédaction du livre. Bon, maintenant, je suis passé au-delà de ça parce que je crois qu'on s'explique dans le livre et que les gens comprendront. Eh ben, écoute, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Georges, sur cette approche. Et c'est vrai que pour ça que je parlais de mode et de tendance. Alors, bien sûr, il y a eu tout un tas d'études qui ont fleuri outre-Atlantique, notamment sur certaines maladies, mais troubles métaboliques, le diabète de type 1 aussi, où il y a eu des grandes réussites. Bah forcément, hein, quand on épargne des glucides à un pancréas dysfonctionnel, bon, bah c'est un peu logique que ça fonctionne. Et du coup, on s'est engouffré dans certaines brèches pour en faire un régime de guérison, voire de quotidien universel, mais avec des gens qui aussi ne rentraient pas en cétose, il faut le dire. Déjà, tout le monde n'a pas la même capacité de rentrer en cétose, et donc là, ça peut se mesurer, et puis où il y a des gens qui baissent en énergie. Tu parles souvent de l'étude DietFits, voilà. Qui est sortie en 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 2018 Elle a été lancée en 2018 et sortie, publiée dans le JAMA, Journal of American Medical Association, en 2019. 18 mois. Ouais, c'est ça. Elle a duré 18 mois. Et qui était absolument fascinante. Et ça, je pense, je ne suis plus tout à fait sûr de la chronologie, mais je crois que ça a été la dernière motivation pour me lancer dans le livre, parce qu'en résumé, l'étude DietFits, qui examine, elle est mentionnée dans le livre, avec le fameux graphique qui est très impressionnant parce qu'il y a deux bras dans cette étude.
ce sont des Américains obèses. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose avec cette mode, enfin, mode qui n'est pas qu'une mode, hein, mais qui est partie sur les chapeaux de roue en tant que mode, du cétogène, voire du carnivore, parce que bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais ça relève un peu de la même obédience et des mêmes logiques. N'oublions pas que ça part des États-Unis, où l'Américain, je suis désolé, si on doit simplifier, on va dire qu'il est obèse et prédiabétique. Et encore là, on est gentil, parce que on pourrait dire qu'il est diabétique et obèse. Ou on va dire, allez, prédiabétique et en surpoids. L'immense majorité des Américains sont prédiabétiques et en surpoids. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas en Europe, même si c'est vers ça qu'on glisse. Donc, ce n'est pas tout à fait transposable. Bon, je ferme la parenthèse, mais je trouvais que c'était intéressant à dire. Parce que ce qui est vrai là-bas est moins vrai chez nous, ok? Et encore plus si on va vers la Méditerranée, si on va vers l'Italie, l'Espagne, etc. Bon, ça commence à être quand même très différent de ce qui se passe aux États-Unis, même si c'est la même dérive, je suis bien d'accord. Bon, donc dans DietFit, 600 Américains obèses, on tire au sort, on en met 300 en high fat et 300 en low fat. Et on se dit, attention, c'était leur idée, on se dit, ah ben les high fat vont perdre mieux, vont maigrir mieux, et les low fat, ça va être un échec. Et on en a mis 304 d'un côté et 305 de l'autre, parce que le nombre était impair, 609. Eh bien, cataclysme, catastrophe, pas du tout ça que ça donne. D'ailleurs, il suffit de regarder le graphique. Les deux bras ont exactement la même gueule. Exactement la même gueule. Et c'est donc dramatique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu du poids en low fat. Donc ces obèses ont perdu du poids en low fat. Beaucoup, une majorité. Mais d'autres ont pris du poids, parce que low fat veut dire high carb. Et inversement, dans l'autre bras, les high fat, beaucoup ont perdu du poids. C'est vrai un peu plus, si on veut affiner un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Mais il y a des high fat qui ont pris du poids. Ce sont des obèses qu'on met sous une surveillance étroite. Moi, je me sens me souvenir que c'est 12 mois. Je ne sais plus si c'est 12 mois ou 18 mois. Enfin, de toute façon, un truc très, très bien foutu, avec 22 nutritionnistes sur le coup, pour être certain que les gens mangent de bons aliments, pas passer d'un type de junk food à l'autre, etc. Et les résultats, mais c'est cataclysmique. C'est une étude qui a coûté une fortune, qui voulait prouver quelque chose et qui a prouvé exactement, pas l'inverse, mais qui a prouvé qu'il n'y avait rien à prouver. Et que donc les gens étaient différents et qu'il fallait un autre moyen pour repérer ceux qui allaient perdre du poids en high fat et ceux qui allaient perdre du poids en low fat, compte tenu du fait que certains des Américains mangeaient trop de gras. Okay, donc, alors bon, ben moi quand j'ai vu ça, je dis ben oui, ben il y a une sortie de cette énigme. Ben, c'est le génotypage et c'est ce qu'il y a dans le livre en question. Désolé, je disais oui, et emballer, c'est peser. En fait, c'était ça, c'est que cette étude, c'était une rampe de lancement pour la définition des génotypes et du particularisme génétique. Et vu l'étude, je me suis dit, ça c'est bingo, Eureka. Ouais. Donc elle a servi au moins à ça, on pourrait dire que c'est un échec d'investissement parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'il faut toujours quand même dire que, en général, lorsqu'on lance une étude, c'est qu'il y a déjà un biais idéologique. Alors après, c'est très objectivé et on essaie de faire rationnellement, mais il y a toujours un biais. Et là, le biais, c'était de dire on va perdre du poids en high fat. Voilà, c'était vraiment le prisme de l'étude. Et là, badaboum, il y a autant de résultats dans l'un de l'autre. Par contre, si on va dans le spécifique, eh ben, on aura 304 personnes qui vont perdre du poids lorsqu'on aura fait leur génotype grâce à une nourriture adaptée en glucides, et 304 autres personnes pourront tenter que l'équilibre soit partagé au niveau des génotypes. Mais maintenant, on va pouvoir rentrer dans du spécifique. C'est ce que déjà certains praticiens faisaient, on va dire, appuyer sur des études, mais beaucoup d'expériences. Par exemple, en naturopathie, on observait un petit peu les tempéraments et on voyait un petit peu les métabolismes et puis on se disait, bon, bah lui, plutôt pas trop les glucides, lui, plutôt les glucides. Et puis on activait les manettes, mais sans s'appuyer sur des bases scientifiques. Aujourd'hui, l'étude des génotypes nous rapporte des réponses assez précises.
On a parlé du caractère des enzymes. On va arriver à 3/4 d'heure d'émission, les trois. Raphaël, est-ce que tu pourrais finir, si tu le souhaites, sur les associations alimentaires à faire avec une alimentation qui soit riche en glucides? Je consomme pas mal d'amidon. Avec quoi je ne peux pas associer, avec quoi je pourrais associer à la faveur de mon estomac, de mes intestins? Ouais. Juste avant de partir là-dessus, en effet, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est de regarder qu'un peu partout sur la planète, il y a des gens qui mangent différemment et des gens qui peuvent entretenir leur bonne santé et avoir la ligne et être bien en mangeant différemment. Donc, ce qui montre bien qu'on n'a pas tous la même particularité, on n'a pas tous la même évolution. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout uniformiser et on se rend compte que ça ne marche pas. Et qu'on a besoin en effet de retourner vers cette spécificité, cette personnalisation. Et là, dans l'étude qui a été montrée, en effet, c'était de faire 2 groupes. Mais on se rend compte que, comme ça a été évoqué pour l'amylase, c'est qu'on passe de 2 à 20 copies ou plus de 20 copies, ce qui fait qu'il y a tout un panel, en fait, il y a tout un curseur sur lequel on peut jouer entre le très riche en gras et le très riche en glucides pour pouvoir trouver, on va dire, un état d'équilibre qui fonctionne pour chacun. Alors, pour parler Raphaël, si tu permets, Raphaël, juste une seconde. L'exemple quand même emblématique de ce que tu viens d'exposer, ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs qui survivent encore de nos jours, même si ils sont menacés d'extinction, comme beaucoup de choses. Mais tu as les Inuits, ceux qui ne sont pas sédentarisés, qui restent de vrais chasseurs de cétacés et de mammifères marins, qui constituent l'immense majorité des calories qu'ils ingèrent, qui sont donc pourvus de très peu de copies d'amylase. Et à l'autre extrémité, tu as les Hadza en Tanzanie, au pied pas loin du Kilimandjaro, qui sont aussi des chasseurs-cueilleurs, surtout cueilleurs. Donc les femmes récoltent des tubercules, donc il y a une alimentation beaucoup plus glucidique. Les hommes, qui sont un peu paresseux d'après ce qu'on dit, chassent, mais quand vraiment c'est opportun, et donc il y a de temps en temps du gibier, de la viande de chasse qui arrive, mais il arrive aussi qu'ils les revendent pour arrondir un peu leur budget. Et donc ça, ce sont des gens qui mangent beaucoup plus de glucides. Aucun enfin, il n'y a pas des diabètes et des machins, etc. Et ils ont beaucoup de copies d'amylase. Donc, je veux dire, ces exemples-là existent, et dans les 2 études que j'ai mentionnées, et puis je m'arrête, mais ils ont constaté que lors des différents développements d'agriculture différentes selon les continents, très souvent, il y a 10 000 ou... Ah, on a perdu Georges. Raphaël, je te laisse reprendre la main sur l'amylase. Oui, il y a pas de souci, je reprends. Alors, pour les associations alimentaires, si on veut être sur le glucide, donc, par rapport à ce point-là, donc on peut faire des repas qui peuvent apporter des glucides à partir des fruits. Donc là, il n'y a pas de souci avec l'amylase, puisqu'il n'y a pas d'amidon particulièrement dans les fruits en quantité, excepté la banane si on la mange non mûre, mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment d'amidon dans les fruits. Ensuite, l'amidon, on va le trouver plutôt dans les légumes et dans les tubercules, dans les céréales, dans les racines, dans les graines de légumineuses également. Donc ces aliments-là peuvent s'associer entre eux, les légumes qui soient faiblement amidonnés ou un tout petit peu plus avec des féculents comme la pomme de terre, comme la patate douce si on est sur des tubercules, comme des céréales, éventuellement du riz, du blé pour ceux qui en consomment, qui peuvent le tolérer, et puis pour éventuellement des lentilles pour les légumineuses. Donc ça, ce sont des associations qui peuvent passer ensemble. Le gras, on peut le rajouter dessus, on pourrait manger de l'avocat avec, on pourrait ajouter un peu d'huile. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner, qui va alourdir un petit peu la digestion. Comme on l'a dit, on n'est pas généralement fort en lipides et fort en glucides en même temps, puisqu'on a des particularités. On est
plus fort génétiquement sur certains domaines et moins fort sur d'autres. Ce qui fait que si on est très fort et avec une bonne capacité à digérer les glucides, on fera plus attention au gras, on en mettra mais en quantité plus faible. Donc à ce moment-là, si on en met, c'est plus un petit assaisonnement, un accompagnement plutôt qu'une part conséquente de gras. Donc ça, c'est si on veut être vraiment sur un repas glucidique. Et puis on va éviter surtout tout ce qui est sucré sur ces repas-là, parce que les glucides simples, eux, se marient mal avec les glucides complexes comme l'amidon. Et puis de l'autre côté, on va avoir aussi tout ce qui est acidité, donc acidité comme les assaisonnements acides, le citron, le vinaigre, les vinaigrettes, mais également tout ce qui peut être jus de fruits, puisque ça, ce sont aussi des produits qui sont acides, et ça va perturber la digestion de l'amidon, la digestion, le fonctionnement, on va dire, des amylases. Donc ça, ce sont des mélanges qui sont plutôt à éviter. Donc de manière simple, on peut consommer les fruits seuls, les fruits éventuellement, pourquoi pas avec un laitage, en tout cas avec quelque chose à digestion rapide. On mélangerait une salade avec de la tomate, du concombre et après on mangerait un fruit, ça peut aussi fonctionner, ça dépend de la capacité individuelle, mais ce sont des choses à digestion rapide, donc qui peuvent bien passer. Et puis après, si on veut être sur des repas plus glucidiques, des glucides complexes, donc céréales, légumineuses, tubercules, avec des légumes. Ça, c'est ce qui représenterait l'essentiel du repas. Et si on doit ajouter du gras, pour pas qu'il y ait trop de gras, on en met un petit peu en quantité pour rester dans quelque chose que l'on peut digérer. Ça, c'est si on consomme beaucoup de glucides. Puis si on voit qu'on est un peu plus limité, on peut mettre plus de gras et on peut réduire à ce moment-là les glucides pour compenser justement, toujours avoir ce balancier, comme on l'a dit, on n'est jamais sur gras et glucides en grande quantité, on va plutôt équilibrer. Si l'un augmente, l'autre diminue. Et puis après, si on doit mettre des protéines, les protéines, on va les ajouter, mais on va essayer de limiter le fait de les ajouter en même temps que les glucides complexes, tout simplement parce que ça rend le travail digestif plus difficile, ça demande plus d'efforts à notre corps. Donc si ça arrive exceptionnellement, encore une fois, c'est pas très grave, mais si ça arrive régulièrement, ça va alourdir, ça va demander beaucoup plus d'efforts sur la digestion. Donc là, il est préférable de limiter ces mélanges, c'est-à-dire que si on veut manger de la viande, du poisson, des œufs, il est préférable de mettre plutôt des légumes sur un repas comme celui-ci que de mettre des glucides en quantité. Donc là encore, je dis bien de glucides en quantité. Si vous avez un repas avec de la viande, des légumes et qu'il y avait une cuillère de riz avec, c'est généralement pas ça qui crée la catastrophe, parce que la quantité est faible. C'est quand on a un repas où il y a une grosse portion de riz, par exemple, une grosse portion de viande, où là, ça va devenir beaucoup plus délicat sur la digestion parce que ça demande un effort bien plus important. Donc voilà pour les grandes lignes avec les glucides. Eh bien, merci Raphaël. Je vais nous remettre tous les trois à l'écran. Et pour vous laisser le mot de la fin, ça fait 55 minutes qu'on est ensemble, il y a eu beaucoup d'informations partagées. Le but c'était vraiment de dire il faut sortir des dogmes, que ce soit du high fat ou du high carb, et d'aller dans le singularisme, de s'appuyer sur les études, et puis de faire un travail et d'écoute, mais aussi d'analyse pour comprendre comment on fonctionne et ce qu'on peut tolérer. Comme tu l'as dit, Raphaël, c'est pas une cuillère de riz ou une cuillère de pâte qui va être néfaste, encore que pour certaines personnes qui sont dans un état délabré, ça fera la différence, mais globalement, si vous fonctionnez correctement, c'est pas de sortir des macros de votre alimentation au sens stricto sensus, mais de savoir quelle capacité d'adaptation vous avez ou quelle disposition vous possédez. Georges, je te laisse le micro pour le mot de la fin pour ce dernier tour de piste. Je pense qu'on a couvert l'essentiel. Qu'est-ce que j'avais envie de dire pour terminer? C'est-à-dire que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce type de webinaire, qui s'intéressent, Fabien, à tout ce que tu fais, tout ce que tu publies, tout ce que tu mets en ligne aussi en termes de vidéos. Et on dirait qu'ils sont un petit peu rebelles à l'idée de s'entendre expliquer un peu des aspects anatomiques et physiologiques. Et ils veulent tout de suite qu'on leur dise ce qu'ils doivent manger. Bon, d'abord, ça, c'est pas possible. On me demande tout le temps, oui, mais donnez-nous une liste des aliments en fonction de mon cas, de mes paramètres, de mes marqueurs métaboliques, de mon profil lipidique, de mon insuline, de mon hémoglobine glycosylée, etc. Donnez-moi une liste des aliments que je peux manger. Bon, question plus ridicule, il n'y a pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
il faut quand même un peu responsabiliser les gens, les remettre au gouvernail. Le mot anglais que j'aime bien, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mot français qui est aussi bon, c'est empowerment, parce que dans empowerment, il y a responsabilisation, mais il y a power, hein, je crois que tout le monde connaît ce que ça veut dire, puissance. Et donc pour ça, il faut quand même un peu de recul. Juste entendre dire « Ah, ça c'est bon ». On me demande « Quels sont les super aliments ?» Donnez-nous, Dr Mouton, vos 5 super aliments. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Ben non, moi je refuse. Ou à la rigueur, je veux bien imaginer les 5 super aliments pour tel individu, mais ce ne sera pas les mêmes pour un autre individu. Donc il faut personnaliser et un peu comprendre ce qu'on raconte. Et alors, je voulais finir là-dessus. J'aime bien parce que la façon dont Raphaël a présenté ça complète, c'est ce qui vient d'inspirer ce que je vous dis maintenant. On mastique, ce qui permet de produire davantage de salive, donc ça participe mécaniquement sur l'action mécanique. Okay, il faut savoir que la mastication augmente la production de salive. Le nombre de copies, on en a parlé. Toujours est-il que ça, c'est le début de la digestion des amidons. Tout le monde peut en digérer, mais peu ou prou. Hein, c'est toujours que je place ça dans mes trucs. Peu ou beaucoup. Et puis, ça descend, ça va rencontrer les amylases pancréatiques qui finissent le travail, exactement comme Raphaël l'a bien dit, mais qui ne peuvent pas faire le travail, qui finissent le travail. Stade 1, parce que tout ça, comme il l'a dit, délivre des disaccharides, on peut dire aussi des trisaccharides, il y a le maltotriose qui est quand même pas négligeable, donc des 3 sucres ensemble, 3 glucoses, maltotriose, ou 2 glucoses, maltose. Eh bien, dans la bordure ambreuse de l'intestin grêle, donc là on est encore plus bas parce que le pancréas, on est dans le duodénum, et puis ici on descend, on arrive à l'intestin grêle, et là c'est la dernière phase, la 3e vague d'assaut, qui sont les disaccaridases, la maltase, qui va donner le dernier coup de ciseau pour libérer les glucoses. Et c'est ça que je voulais ajouter, s'il y a le feu dans cette muqueuse intestinale, on a brièvement abordé ça, en particulier Raphaël, si la muqueuse intestinale est en jachère, à feu et à sang, ben, la maltase, elle n'est pas bien exprimée. Donc on ne sait pas finir la dernière étape de la digestion. Donc c'est pour ça que c'est un écosystème. Il faut que tout fonctionne, il faut que la muqueuse aussi soit préservée, sinon on ne sait pas achever la digestion des glucides. Et moi je trouve qu'une personne qui veut se prendre en main, se responsabiliser pour manger ce qui va faire qu'elle va se sentir bien, sortir de ses problèmes digestifs, Dieu sait s'il y en a, eh bien elle doit quand même comprendre un minimum et pas annonner et répéter des instructions basiques de ce qu'elle va manger au petit déjeuner ou pas de petit déjeuner ou un jeûne intermittent, soit sur le tôt, soit sur le tard. Oui, non, il faut aller un peu au-delà, les gars. Si vous voulez... Ben, les gars, c'est les deux sexes, hein, attention. Il y a plus de femmes qui sont attirées par ce que nous racontons que d'hommes, en tout cas de chez moi. Donc, il faut... vous y mettre sérieusement, pas dès que vous entendez parler de quelque chose d'un peu scientifique, entre guillemets, on essaie de vulgariser, de dire « oh non, ça ne m'intéresse pas, non, moi je veux tout de suite la réponse finale. Hein. Dites-moi les 5 dernières minutes, la conclusion, qu'est-ce que je dois manger ?» Ben, ça n'existe pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour la précision. Georges, Raphaël, je te donne la main. Eh bien, moi, je vais un petit peu continuer là-dessus avec des personnes, par exemple, qui me disent, quand elles viennent avec des gros soucis digestifs pour améliorer les choses, c'est après, est-ce que je pourrais remanger normalement ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait normalement ? Parce que, comme Georges l'a exposé tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est de voir que voilà, un peu partout dans le monde, il y a des populations différentes et que ces populations, en fait, elles se sont adaptées à leur environnement. Et donc, cette génétique qui ne s'adapte pas en 15 jours, qui s'adapte sur le long cours, fait que on s'adapte par rapport à ce qu'on a comme nourriture pour pouvoir optimiser la digestion et la nutrition de l'organisme.
Et on a eu des révolutions alimentaires, les révolutions, dont celle dans laquelle nous sommes encore, la révolution industrielle, avec tout un tas de choses transformées, modifiées, une alimentation qui n'en est parfois plus une réellement par rapport au type d'aliments qui sont consommés, qui ne sont plus de vrais aliments. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que cette uniformisation de l'alimentation qu'on essaye de faire, elle ne convient pas à tout le monde. Donc dire je vais manger en gros normalement, qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on est dans une révolution alimentaire où les organismes n'ont pas pu s'adapter. Donc c'est important de comprendre que si notre corps ne supporte plus un mode alimentaire, un mode de vie, parce qu'on est trop en surmenage et qu'on finit par être dans de l'inflammation, dans de la mauvaise digestion chronique, toutes ces choses-là, il va falloir d'une part recréer du calme au niveau du ventre, parce que c'est aider la digestion pour qu'elle se passe mieux, soulager le travail digestif, mais bien sûr recréer ce calme, parce que s'il y a de l'inflammation, on continue d'entretenir le problème. Donc il va falloir que l'inflammation se calme localement, que le microbiote se rééquilibre un peu pour que ça se passe correctement, c'est-à-dire que la fonctionnalité de digestion, d'absorption reprenne réellement son rôle à plein régime, et que de l'autre côté, le microbiote aussi, lui, reprenne son rôle au niveau... Moi, je dis souvent, le microbiote, c'est un amortisseur. J'aime bien prendre ce terme-là, c'est comme quand on est en voiture, on a des amortisseurs, ça aide à avoir un meilleur confort de vie, et donc le microbiote, ça va jouer vraiment ce rôle d'amortisseur pour que nos différentes fonctions puissent se réaliser correctement. Et donc tout ça, c'est nécessaire de retrouver un état de calme pour que ça se rééquilibre, que ça cicatrise, que ça se répare, et que les fonctions reprennent, on va dire, leur rôle normal. Si on recommence à remanger normalement, et c'est ce qui nous avait amené à être malade, à être dans un état catastrophique, malheureusement, la situation va revenir. Donc voilà, moi, c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais conclure. C'est toujours un peu la vieille, on va dire, doctrine, c'est connais-toi toi-même. Mais voilà, si on a été amené à être dans un état de dégradation et d'inflammation chronique avec un certain mode de fonctionnement, à un moment donné, ce mode de fonctionnement va devoir changer d'une manière ou d'une autre suffisamment pour, d'une part, récupérer, donc ça c'est le plus gros effort qu'on a à faire, et ensuite pour qu'on arrive à rester stable durablement. Et donc on ne peut pas revenir exactement comme on faisait avant, sinon c'est malheureusement l'impasse, on revient dans l'impasse, quoi. Eh bien, merci à toi, Raphaël, et merci, Georges, également, pour vos invitations à réfléchir, à s'autonomiser, à retrouver un poste à son propre gouvernail, et puis comprendre que les mêmes causes amèneront toujours aux mêmes conséquences. Donc une alimentation normale, si elle a été délétère pour la santé, c'est pas une alimentation normale, c'est une alimentation délétère et pathogène. Donc la normalité, on ne sait pas où mettre le curseur. Merci encore une fois à vous deux, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne transition alimentaire au pluriel. Un mois des fêtes de fin d'année, je pense que c'est pas mal quand même de s'occuper de ce qu'il y a dans son assiette, parce qu'il risque d'y avoir des sorties de piste. Ou alors, si on est au gouvernail, on va aller fracasser un petit peu contre les côtes en général. Donc c'est bien d'y repenser. Ce sera aussi le bon prétexte pour avoir des bonnes résolutions de début d'année. Prenez soin de votre santé et à très vite.